John Bell House. La première est l'histoire troublante d'un ancien agent correctionnel fédéral qui a été condamné à 63 mois de prison pour avoir abusé sexuellement de 2 détenus de l'établissement correctionnel fédéral, FCI, de Dublin. John Bell House, un ancien agent pénitentiaire fédéral, était au centre d'une affaire choquante qui a secoué l'établissement pénitentiaire fédéral de Dublin. Né et élevé à Pleasanton, en Californie, Bell House semblait être un individu ordinaire, mais derrière sa façade apparemment normale se cachait un secret sombre et inquiétant. Bell House a commencé sa carrière en tant qu'agent pénitentiaire à FCI Dublin, un établissement pénitentiaire fédéral de basse sécurité exclusivement féminin. Personne ne se doutait qu'il abuserait de sa position d'autorité et de confiance pour commettre des abus sexuels inqualifiables sur les détenus qu'il était censé protéger. La chronologie des crimes de Bell House s'étend de décembre 2019 à décembre 2020, au cours de laquelle il s'est livré à une série d'abus sexuels et de contacts sexuels abusifs à l'encontre de multiples victimes. Les preuves du procès ont révélé l'étendue de sa dépravation et la manière calculée dont il a exécuté ses crimes. L'une des victimes, qui était incarcérée et purgeait une peine de prison à FCI Dublin, a été la proie de l'autorité de Bell House en matière de garde, de surveillance et de discipline. Bell House a profité de sa position pour l'agresser sexuellement dans divers endroits de la prison, notamment dans l'entrepôt de sécurité et le bureau de sécurité. Il s'est livré à des fellations avec la victime et lui a touché le vagin et les seins sans son consentement, la violant dans les lieux mêmes qui étaient censés assurer sa sécurité. Une autre victime s'est présentée avec des preuves de contacts sexuels abusifs qui ont eu lieu entre octobre et décembre 2020. Ces actes ont eu lieu dans le bureau de sécurité du camp FCI de Dublin, ce qui met encore plus en évidence l'audace et l'effronterie des actions de Bell House. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Le procès a également révélé que Bell House avait abusé sexuellement d'une autre détenue en 2020 et 2021. Il est passé par une fenêtre de sa cellule pour lui saisir un sein et, à une autre occasion, il a introduit un doigt dans son vagin sans son consentement. Ces actes se sont produits alors que la victime se trouvait dans sa cellule, vulnérable et sans défense, après avoir pris une douche. Le procès n'a pas seulement mis en lumière les cas spécifiques d'abus commis par Bell House, mais a également révélé un modèle de manipulation et de coercition. Dans un mémorandum déposé à l'occasion de la condamnation de Bell House, le gouvernement a fourni des informations supplémentaires sur son comportement criminel. Il a été révélé que Bell House utilisait sa capacité à accéder à des articles de tous les jours tels que le café Starbucks, le fil, les bijoux et les produits d'entretien comme outils de manipulation. Il fournissait ces articles à ses victimes pour les contraindre à se plier à ses exigences et s'assurer de leur silence. La possession de ces objets était considérée comme de la contrebande au sein de la prison, exposant les victimes à des sanctions potentielles si elles étaient découvertes. Les révélations choquantes des crimes commis par Bell House ont provoqué une onde de choc au sein du système judiciaire et de la communauté dans son ensemble. L'affaire a non seulement révélé l'ampleur des abus commis au sein de FCI Dublin, mais a également soulevé des questions quant à l'efficacité du système pour prévenir des actes aussi odieux. Le fait que Bell House ait pu commettre ces crimes pendant une longue période sans être détecté ni intervenir est profondément troublant. L'impact sur les victimes ne peut être surestimé. Le traumatisme qu'elles ont subi de la part d'une personne à qui elles avaient confié leurs soins et leur bien-être est inimaginable. Les procédures judiciaires entourant l'affaire John Bell House ont constitué une étape cruciale pour le faire répondre de ces crimes odieux. Après avoir été initialement inculpé d'abus sexuels sur un détenu le 17 février 2022, un grand jury fédéral a émis un acte d'accusation complémentaire le 29 septembre 2022. L'acte d'accusation accusait Bell House de 2 chefs d'accusation d'abus sexuels sur un pupille et de 3 chefs d'accusation de contacts sexuels abusifs, couvrant la période entre décembre 2019 et décembre 2020. Le procès qui a suivi a été une épreuve pénible, car les preuves présentées ont dressé un tableau inquiétant des actions de Bell House. Après mûre réflexion, le jury a déclaré Bell House coupable de tous les chefs d'accusation, ne laissant aucun doute sur sa culpabilité. Cette condamnation est une victoire importante pour les victimes et témoigne de la force de leur témoignage et de la rigueur de l'enquête. L'audience de détermination de la peine, présidée par la juge de district Yvonne Gonzalez-Rogers, a marqué un moment crucial dans la poursuite de la justice. Ce jour-là, Bell House a été condamné à 63 mois de prison, une peine qui reflète la gravité de ses crimes. En plus de la peine d'emprisonnement, il a également été condamné à 5 ans de liberté surveillée et au paiement d'une amende de 25 000 $. L'audience de détermination de la peine s'est déroulée en présence du procureur général adjoint, Lisa O. Monaco, qui a souligné l'importance de tenir Bell House pour responsable de ses actes. Elle a déclaré
John Bellhouse a exploité sa position de confiance au Bureau fédéral des prisons en abusant sexuellement de plusieurs femmes dont il avait la garde. Et aujourd'hui, il a dû rendre des comptes. Les paroles de Madame Monaco ont fait écho aux sentiments de nombreuses personnes qui pensaient que justice avait été rendue. La gravité des crimes commis par Bellhouse a été soulignée par les déclarations du directeur adjoint du FBI, Paul Abbott. M. Abbott a condamné les actes de M. Bellhouse en les qualifiant de cruels et d'ignobles, soulignant l'abus de confiance et d'autorité dont il s'est rendu coupable. M. Abbott a assuré le public que le FBI et ses partenaires poursuivraient sans relâche ceux qui portent atteinte à autrui et les tiendraient pour responsables de leurs actes. L'audience de détermination de la peine a également été l'occasion pour les victimes de faire part de leurs déclarations et d'exprimer les traumatismes qu'elles ont subis. Leurs déclarations ont été puissantes et déchirantes, mettant en lumière les effets durables des abus commis par Bellhouse. Le courage dont elles ont fait preuve en se présentant devant le tribunal et en affrontant leur agresseur est louable et a joué un rôle crucial dans la condamnation de ce dernier. La condamnation de Bellhouse a marqué une étape importante dans la quête de justice, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Le mémorandum du gouvernement a mis en évidence les enquêtes en cours sur les abus sexuels à la prison de Dublin, indiquant un engagement à poursuivre la justice pour toutes les victimes d'abus aux mains d'agents correctionnels. L'affaire Bellhouse n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste, et les efforts pour résoudre les problèmes systémiques au sein du système pénitentiaire se poursuivent. Gregory Rodriguez. Ensuite, Gregory Rodriguez, un ancien gardien du Central California Women's Facility, CCWF, est au centre d'une affaire choquante qui a révélé des abus sexuels endémiques au sein du système pénitentiaire californien. En avril 2014, une enquête a été ouverte sur les allégations d'abus sexuels commis par Gregory Rodriguez, un gardien du CCWF. Cette enquête, qui a duré plusieurs années, a mis en lumière l'ampleur choquante des abus commis par Gregory Rodriguez et les défaillances systémiques qui ont permis à ces abus de perdurer. L'enquête a commencé lorsqu'un rapport a été déposé concernant un excès de familiarité et une relation sexuelle entre Rodriguez et une femme incarcérée. Cependant, au lieu de renvoyer Rodriguez, la CCWF a choisi de punir la victime, révélant ainsi une tendance inquiétante à protéger l'agresseur plutôt que les survivants. Les dossiers judiciaires indiquent que l'enquête sur les abus commis par M. Rodriguez a été mal gérée, ce qui lui a permis de poursuivre son règne de terreur à l'intérieur des murs de la prison. Malgré le rapport initial de 2014, M. Rodriguez a pu commettre des dizaines d'autres agressions sexuelles présumées au fil des ans, s'attaquant à des femmes vulnérables qui n'avaient aucun moyen de s'échapper. L'échec de l'enquête initiale met en lumière les difficultés rencontrées par les femmes incarcérées lorsqu'elles signalent des abus. La peur des représailles, l'incrédulité et la dynamique du pouvoir au sein du système pénitentiaire découragent souvent les survivantes de se manifester. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, d'autres survivantes ont commencé à s'exprimer, mettant en lumière l'ampleur des abus commis par M. Rodriguez. Ces femmes courageuses ont raconté leur histoire, détaillant la manipulation, la coercition et la violence qu'elles ont subies de la part d'un agent pénitentiaire en qui elles avaient confiance. Leurs témoignages ont brossé le tableau déchirant d'un système qui n'a pas su protéger sa population la plus vulnérable. L'enquête a également révélé la complicité de certains membres du personnel pénitentiaire qui ont facilité les abus de Rodriguez. Certains gardiens semblaient soupçonner les actions de Rodriguez, mais n'intervenèrent pas, ce qui permettait aux abus de se poursuivre sans contrôle. D'autres ont activement aidé Rodriguez à passer du temps seul avec des prisonniers ou ont intimidé les victimes elles-mêmes. La collusion de ces personnes a perpétué une culture du silence et de la peur au sein du CCWF. L'enquête sur les abus commis par M. Rodriguez a pris de l'ampleur en 2022, ce qui a conduit à son arrestation et au dépôt de 96 accusations d'abus sexuels à son encontre. Les accusations portaient sur toute une série de délits, y compris le viol et l'agression sexuelle violente. Le nombre d'accusations souligne l'ampleur des abus subis par les femmes du CCWF. Les survivantes des sévices infligés par Gregory Rodriguez au Centre pour femmes de Californie centrale ont été confrontées à d'immenses difficultés lorsqu'elles ont parlé de leur expérience. Leurs récits mettent en lumière les conséquences dévastatrices qu'elles ont subies pour avoir osé affronter leur agresseur et demander justice. De nombreux survivants se sont d'abord sentis piégés et impuissants, craignant les représailles et l'incrédulité s'ils dénonçaient les abus. Rodriguez les avait manipulés pour qu'elles gardent le silence, utilisant sa position d'autorité pour les contraindre et les intimider. Il leur a fait comprendre que personne ne les croirait, exploitant la vulnérabilité et l'isolement qui accompagnent l'incarcération. Lorsque les survivants trouvaient le courage de dénoncer les abus, ils subissaient de graves conséquences. Au lieu d'être protégés, ils étaient souvent punis, ce qui les rendait encore plus vulnérables et perpétuait une culture du silence.
Dans certains cas, la dénonciation des abus a entraîné des peines de prison plus longues, une exposition accrue à l'agresseur et même l'isolement. Une survivante, Valérie, a fait part de son expérience poignante lorsque les enquêteurs de la prison l'ont interrogée comme si elle était à blâmer pour les abus. Elle avait été préparée, contrainte et agressée à plusieurs reprises par Rodriguez, mais les enquêteurs ne l'ont pas considérée comme une victime. L'interrogatoire l'a laissée impuissante et terrifiée, ce qui l'a poussée à taire la vérité dans l'espoir d'éviter d'autres répercussions. Une autre survivante, Jane Doe, a connu une épreuve similaire. Après que Rodriguez l'a violée, 3 officiers l'ont interrogée sur ses allées et venues pendant l'incident. Bien que sachant que sa déclaration était fausse, ils n'ont pas signalé l'incident, la laissant souffrir en silence. Lorsqu'elle a consulté un médecin et demandé des tests de grossesse et de dépistage des MST, on lui a dit qu'elle devrait admettre avoir eu un comportement à risque et s'exposer à des mesures disciplinaires. Les survivants ont également fait part de leur expérience de mise à l'isolement à titre de représailles. Latasha Brown, qui a signalé des abus de la part de Rodriguez, a été soumise à de multiples fouilles à nu et à des traitements dégradants pendant son isolement. Elle s'est sentie déshumanisée et a eu des pensées suicidaires, car elle a été traitée comme un coupable plutôt que comme une victime. Le cas de Gregory Rodriguez à la CCWF met en lumière non seulement les actes d'un individu, mais aussi la complicité et la négligence des responsables de la prison, qui ont permis que ces abus se poursuivent sans contrôle pendant des années. Le fait que les responsables de la prison n'aient pas donné suite au rapport et n'aient pas pris les mesures qui s'imposaient révèle une défaillance systémique qui met en danger les femmes vulnérables. Mike Palares, directeur du CCBUF au moment où les viols ont été signalés, est l'un des principaux responsables de ces manquements. Il est accusé de ne pas avoir protégé les femmes d'un violeur en série et d'avoir reçu des plaintes contre Rodriguez avant la plupart des agressions. Malgré cette connaissance, Palares n'a pas pris de mesures ou n'a pas lancé d'enquêtes internes, permettant ainsi à Rodriguez de poursuivre son règne de terreur. En outre, M. Palares a lui-même fait l'objet d'allégations d'inconduite sexuelle. Il a été poursuivi à 2 reprises par des collègues féminines pour inconduite sexuelle, y compris dans un cas où une employée administrative de la CCBUF l'a accusé de l'avoir contraint à avoir des relations sexuelles. Ces allégations soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à la direction du système pénitentiaire et au manque de responsabilité des personnes en position de pouvoir. L'inculpation de Gregory Rodriguez marque une étape importante vers la justice pour les survivantes des abus qu'il a commis au CCWF. Les charges retenues contre Rodriguez, soit 96 chefs d'accusation, dont viol et agression sexuelle violente, reflètent la gravité de ces crimes et l'impact qu'ils ont eu sur la vie des survivantes. La procédure judiciaire offre une lueur d'espoir aux survivants qui se sont courageusement manifestés pour raconter leur histoire. Les accusations portées contre M. Rodriguez témoignent de leur courage et de leur détermination à obtenir justice. L'accusation envoie un message fort. Personne n'est au-dessus de la loi, quelle que soit sa position ou son autorité. L'issue du procès aura un impact significatif sur le processus de guérison des survivants. Une condamnation n'apporterait pas seulement un sentiment de justice, mais aussi une validation de leurs expériences. Elle enverrait un message fort montrant que leur voix compte et que leur souffrance ne sera pas ignorée. David Lowe. Vient ensuite l'histoire de David Lowe, un ancien agent de la prison du comté de Clark, dont les actions ont déclenché une vague de terreur sur les détenus. En octobre 2021, un jour a changé à jamais la vie des détenus et de la communauté entourant la prison du comté de Clark. En ce jour fatidique, Lowe, un ancien agent pénitentiaire, a été appréhendé et inculpé d'une série de crimes odieux qui allaient provoquer une onde de choc dans l'ensemble du système judiciaire. L'arrestation de Lowe est intervenue à l'issue d'une enquête approfondie menée par les forces de l'ordre, qui ont mis au jour un complot inquiétant impliquant la vente de clés à des détenus de sexe masculin. Ces clés leur permettaient d'accéder aux zones réservées aux femmes dans la prison, ce qui a déclenché une série d'événements horribles. Les charges retenues contre Lowe étaient tout simplement choquantes. Il est accusé d'évasion, de faute professionnelle et de trafic avec un détenu. La gravité de ces accusations ne peut être sous-estimée, car elles mettent en lumière l'étendue de l'implication de Lowe dans les activités criminelles qui se sont déroulées entre les murs de la prison du comté de Clark. L'enquête a révélé que Lowe avait conclu un marché pour vendre les clés en échange de la somme substantielle de $1 000. Cette révélation a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, car il est apparu clairement que les actes de Lowe constituaient non seulement une trahison de sa fonction d'agent pénitentiaire, mais aussi une violation de la confiance que lui accordaient les détenus et le public. Au fur et à mesure de l'évolution de l'affaire, l'étendue réelle des dommages causés par les actions de Lowe a commencé à émerger.
Les avocats représentant les victimes ont révélé que les hommes qui ont eu accès aux zones réservées aux femmes ont menacé les détenues de leur faire du mal si elles osaient appeler à l'aide. Tragiquement, au moins 2 femmes ont été victimes de viols, et leur vie a été marquée à jamais par les expériences traumatisantes qu'elles ont vécues. Les charges retenues contre Lowe dressent le portrait d'un homme qui a non seulement abusé de son pouvoir, mais qui a également contribué à une défaillance systémique au sein de la prison du comté de Clark. Les avocats ont fait valoir que la violation des droits constitutionnels des plaignants n'était pas uniquement due aux actions de Lowe, mais aussi au fait que le bureau du shérif n'avait pas correctement recruté, formé et supervisé les agents de la prison. En réponse à ces accusations, les avocats du bureau du shérif et des officiers ont présenté une version différente. Ils ont affirmé que Lowe, accusé d'avoir vendu les clés, n'avait pas agi sous couvert de la loi de l'État. Ils ont nié avec véhémence toute responsabilité de la part des accusés et sont même allés jusqu'à affirmer que les femmes n'avaient pas été agressées. Le choc des récits a ouvert la voie à une bataille juridique qui allait déterminer le sort des victimes et la responsabilité des personnes impliquées. Les premières actions civiles concernaient le shérif de l'époque, Jamie Noel, qui était en poste jusqu'en décembre 2021. Toutefois, avec la transition du pouvoir, Scotty Maples, le shérif nouvellement élu, est désormais cité dans les actions en justice en sa qualité officielle. Alors que le procès pénal se profile à l'horizon, les victimes attendent impatiemment que justice soit faite. Les détails choquants des crimes commis par Lowe seront mis à nu dans la salle d'audience, tandis que la communauté sera confrontée aux conséquences de la défaillance systémique qui a permis à ces atrocités de se produire. L'impact sur les victimes ne peut être surestimé. Ces femmes, qui purgeaient déjà leur peine, se sont retrouvées dans une position vulnérable, comptant sur le système pour les protéger. Au lieu de cela, elles ont été soumises à un cauchemar d'agression et de menaces qui les a traumatisées et marquées à vie. Les avocats représentant les victimes ont fait la lumière sur les expériences pénibles que ces femmes ont endurées. Ils ont révélé que les hommes qui ont eu accès aux zones réservées aux femmes, armés des clés vendues par Lowe, ont menacé les détenues de leur faire du mal si elles osaient appeler à l'aide. La peur et l'intimidation auxquelles elles étaient confrontées ont réduit au silence leurs appels à l'aide, les laissant prisonnières d'un cycle d'abus. Tragiquement, au moins 2 femmes ont été violées, leur corps violé et leur esprit brisé. Les cicatrices physiques et émotionnelles qu'elles portent rappelleront à jamais les horreurs qu'elles ont endurées dans les limites supposées du système judiciaire. La violation des droits constitutionnels des victimes est un aspect central de cette affaire. Les avocats soutiennent que la responsabilité de ces violations va au-delà des seules actions de David Lowe. Ils affirment que le bureau du shérif du comté de Clark a manqué à son devoir de recruter, de former et de superviser correctement les agents de la prison, ce qui a entraîné une défaillance systémique qui a permis à ces atrocités de se produire. L'impact de ces violations va bien au-delà du traumatisme physique et émotionnel subi par les victimes. Il touche au cœur même de notre système judiciaire, soulevant des questions quant à l'obligation de rendre des comptes et à la responsabilité des personnes chargées de veiller sur les détenus et d'assurer leur bien-être. Au fil de la bataille juridique, les victimes et leurs avocats se battront sans relâche pour que leurs droits soient respectés et que les responsables soient tenus de rendre des comptes. La conférence de règlement à l'amiable qui se tiendra prochainement devant le tribunal de district des États-Unis du district sud de l'Indiana constituera un moment décisif dans leur quête de justice. Si aucun accord n'est trouvé, les affaires seront jugées et les détails choquants des crimes de Lowe et des défaillances systémiques de la prison du comté de Clark seront révélés au grand jour. L'issue de ces procédures judiciaires déterminera non seulement le sort des victimes, mais servira également de catalyseur pour faire évoluer le système judiciaire. John Snipes, Paul Voglino, Mark Johnson et d'autres. Ensuite, nous découvrirons la vérité troublante sur les actions de John Snipes, Paul Voglino, Mark Johnson et d'autres. Ces personnes, chargées de maintenir l'ordre et la sécurité à l'intérieur des murs de la prison, ont été accusées de s'être livrées à des actes odieux d'abus sexuels sur des détenus. L'ampleur de leurs crimes est réellement choquante, car ils ont abusé de leur position de pouvoir pour contraindre des détenus vulnérables à se livrer à des actes sexuels en échange de nécessités de base et de privilèges. Ces hommes étaient accusés d'avoir abusé sexuellement de détenus. John Snipes, l'un des agents pénitentiaires accusés, apparaît comme une figure manipulatrice dans ce scandale. Grâce à sa position d'autorité, Snipes a utilisé son pouvoir pour exploiter des détenus vulnérables pour sa propre satisfaction. Les détails de ces actes sont vraiment troublants. Selon les conclusions du grand jury, Snipes s'est livré à une série d'actes coercitifs pour satisfaire ses désirs. Lors d'un incident particulièrement choquant, une détenue s'est livrée à un acte sexuel sur lui dans sa cellule. Ce qui rend l'affaire encore plus choquante, c'est le fait que d'autres gardiens de la salle de contrôle étaient complices de ces actes. En cliquant à distance sur la serrure de la porte de la cellule, ils avertissaient Snipes lorsque quelqu'un s'approchait, lui permettant ainsi d'éviter d'être repéré.
Le rapport du grand jury a également révélé que Snipes ne se contentait pas d'un seul acte d'abus. Il a imposé des actes sexuels spécifiques dans certains lieux de la prison, créant un environnement de peur et de vulnérabilité pour les détenus. Le fait que ces actes soient devenus si courants que les femmes avaient une expression argotique pour les désigner en dit long sur l'ampleur de la manipulation de Snipes et sur la culture d'abus omniprésente au sein de la prison. L'impact des actions de Snipes sur les victimes ne peut être surestimé. Les détenus, qui se trouvaient déjà dans une position vulnérable, ont subi un traumatisme et une exploitation supplémentaire de la part d'une personne en qui elles auraient dû avoir confiance. La peur des représailles et la certitude que leurs plaintes seraient ignorées ont réduit leur voix au silence, les laissant prisonnières d'un cycle d'abus. Les charges retenues contre Snipes reflètent la gravité de ces crimes. S'il est reconnu coupable, il risque des dizaines d'années d'emprisonnement, une conséquence bien méritée compte tenu du mal qu'il a infligé à ces personnes vulnérables. Il est essentiel que le système judiciaire le tienne pour responsable et envoie un message fort selon lequel de tels abus ne seront pas tolérés. Paul Voglino, un autre agent pénitentiaire accusé dans ce scandale, apparaît comme un prédateur qui a utilisé sa position d'autorité pour exploiter et victimiser des détenus. Les détails entourant les actions de Voglino sont profondément troublants et mettent en lumière l'étendue de son comportement prédateur. Selon l'enquête du grand jury, Voglino s'est livré à une série d'abus sexuels, profitant de la vulnérabilité des détenus placés sous sa surveillance. Il a usé de son pouvoir pour contraindre ces femmes à accomplir des actes sexuels en échange de produits de première nécessité et de privilèges au sein de la prison. Mark Johnson, l'un des agents pénitentiaires accusés dans ce scandale, apparaît comme un abuseur de confiance, utilisant sa position d'autorité pour exploiter et abuser de détenus vulnérables. Les détails entourant les actions de Johnson sont profondément troublants et mettent en lumière l'ampleur de sa trahison. Selon l'enquête du grand jury, M. Johnson s'est livré à une série d'actes abusifs, profitant de son pouvoir pour contraindre les détenus sous sa surveillance à des actes sexuels. Ces actes n'étaient pas des incidents isolés, mais s'inscrivaient plutôt dans un schéma d'exploitation et de manipulation. Le scandale choquant impliquant John Snipes, Paul Voglino, Mark Johnson et d'autres va au-delà des actions de quelques agents correctionnels individuels. Il met en évidence une culture persistante d'abus qui affecte le système pénitentiaire depuis plus d'une décennie. Cette culture d'abus est une défaillance systémique qui a permis à ces actes odieux de se produire et de persister sans contrôle. L'enquête du grand jury sur la prison a révélé un schéma inquiétant d'exploitation et de manipulation. Les détenus ont été victimes d'abus sexuels, de coercition et de harcèlement de la part des personnes mêmes qui étaient censées assurer leur sécurité et leur bien-être. Le fait que ces abus étaient largement connus des gardiens témoigne d'une culture du silence et de la complicité qui a permis à ces abus de se poursuivre. Le rapport du grand jury a révélé que les gardiens échangeaient des articles d'économat, de la nourriture, des cigarettes et du temps de téléphone supplémentaire contre des faveurs sexuelles. Cette nature transactionnelle des abus met en évidence la dynamique du pouvoir en jeu et la vulnérabilité des détenus. Les gardiens ont profité de leur position d'autorité pour exploiter et manipuler ces personnes vulnérables. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est la complicité d'autres gardiens de la prison. Le grand jury a constaté que certains gardiens étaient au courant des abus et qu'ils ont même aidé à les dissimuler. Cette complicité témoigne d'une culture du silence profondément enracinée et de l'absence de signalement de ces abus aux autorités compétentes. L'absence de mesures prises pour remédier à ces agressions est profondément troublante et soulève de graves inquiétudes quant à l'administration de la prison. On ne saurait trop insister sur l'impact de cette culture persistante d'abus sur les victimes. Les détenus, déjà privés de leur liberté et de leur autonomie, ont été soumises à des traumatismes et à des violations supplémentaires. La peur des représailles et la certitude que leurs plaintes seraient ignorées ont réduit leur voix au silence, les laissant prisonnières d'un cycle d'abus. L'incapacité du système pénitentiaire à protéger ces personnes vulnérables constitue une grave injustice. Les charges retenues contre Snipes, Voglino, Johnson et d'autres reflètent la gravité de leurs crimes. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent d'être condamnés à de lourdes peines de prison. Toutefois, il est essentiel de reconnaître qu'il ne suffit pas de demander des comptes à quelques individus. Il faut s'attaquer aux défaillances systémiques qui ont permis à cette culture d'abus de perdurer. Le rapport du grand jury a mis en évidence l'absence de mesures prises par les responsables de la prison lorsque des plaintes pour abus ont été déposées. Les détenus qui osaient dénoncer les abus se heurtaient à l'indifférence et voyaient leurs plaintes ignorées. Cette absence de réponse aux agressions a permis à celles-ci de perdurer, laissant les victimes sans recours ni soutien. Les allégations formulées dans le procès fédéral, intenté par 4 anciens détenus, soulignent encore davantage l'absence de mesures prises par les responsables de la prison.
L'action en justice affirme que de hauts responsables du comté et de la prison, y compris le directeur, ont conspiré pour dissimuler les agressions. Elle affirme que les responsables étaient au courant des agressions sexuelles continues subies par les détenus pendant plus d'une décennie, mais qu'ils n'ont pris aucune mesure significative pour y mettre un terme. Une allégation particulièrement alarmante dans le procès concerne le directeur Timothy Betty, qui était alors directeur adjoint. Betty aurait déchiré les plaintes d'un détenu pour mauvais traitement et envoyé des agents pour détruire les preuves. Cette tentative délibérée de réduire les victimes au silence et de dissimuler les abus est profondément troublante et met en lumière la complicité des responsables de la prison dans la perpétuation de la culture de l'abus. Parmi les accusés, Jeffrey Staff a été condamné à 9 mois de mise à l'épreuve après avoir plaidé non coupable d'un chef d'accusation d'oppression officielle. Le tribunal lui a également interdit de chercher un emploi dans les forces de l'ordre ou dans le milieu carcéral. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire.